Dans la Drôme, près de 3 ans après le meurtre de Thomas Perotto, un jeune de 16 ans assassiné lors d'une fête de village, la justice vient de requalifier les mises en examen de 14 suspects, dont 11 mineurs. La circonstance aggravante de racisme a été retenue par la justice, donc contre l'ensemble des mises en examen. Avant d'en reparler avec Gilles William et Elliot, je vous propose bien d'écouter Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine, rapporteur général du budget, invité ce matin de la grande interview Europe 1 CNews. Il dénonce un antisémitisme débridé. Le racisme anti-blanc existe, contrairement à ce qu'un certain nombre de gens veulent nous faire croire depuis des années. Et il n'y a pas de racisme qui soit excusable. Et que quand vous attentez à la vie, à la santé ou à l'honneur de quelqu'un au motif de sa couleur de peau, qu'il soit blanc ou noir, c'est du racisme et c'est évidemment condamnable. Donc cette décision de justice, au moins, elle met les choses au clair. Oui, le racisme anti-blanc existe et c'est une plaie pour notre société. La France se fractionne, se divise en... Il y avait un article de presse il y a quelques années, c'était Finkielkraut qui avait écrit ça. La nation se fragmente au bénéfice des tribus. C'est-à-dire que vous avez la tribu des gens qui pensent ci, des gens qui pensent ça. La France est une nation qui s'est construite justement par l'effacement des différences. Et c'est ça que nous devons retrouver. Philippe Juvin avec des mots très forts, la nation se fragmente. Alors Elliot Maman, qu'est-ce que ça dit justement ce fait divers et cette décision de justice et le comportement aussi de certains mineurs? Qu'est-ce que ça dit de la société française? Mais en effet, ça peut nous renvoyer au débat sur l'archipélisation, qui est le terme qu'on utilise habituellement sur ce genre de questions, puisqu'on voit bien qu'il y a en l'occurrence eu des personnes qui avaient l'impression qu'elles appartenaient à des communautés antagonistes sur le sol français. Et c'est vrai qu'un certain nombre de témoignages témoignaient du fait qu'ils voulaient notamment aller planter du blanc dans ce bal, et ça ne peut que nous interroger par rapport à notre capacité de créer une nation française, peu importe les prédéfinitions qui sont liées à la couleur de peau, qui, au demeurant, n'ont jamais véritablement été constitutifs de quoi que ce soit dans notre rapport à l'identité en tant que nation française. Ce n'est pas le cas de l'intégralité des pays, mais la France avait cette caractéristique-là. Donc c'est assez regrettable de voir qu'on en arrive là. Ce que je retiens également, c'est que on nous a expliqué au cours du traitement médiatique de cette affaire qu'il y avait une idéologie du côté de la droite qui précisément voulait se focaliser sur l'éventuelle motivation du racisme anti-blanc dans ce meurtre, mais on se rend compte également qu'à partir du moment où la justice estime qu'un meurtre caractérisé par des ambitions racistes est à condamner en tant que tel, pour cette caractérisation notamment, l'idéologie était peut-être plutôt du côté de ceux qui ne voulaient pas voir et qui ne voulaient pas assumer l'effroi que devraient nous susciter ces témoignages qui aujourd'hui sont rappelés dans la recaractérisation des mises en examen. Et peut-être aussi que parfois on a l'impression que le biais n'est pas exactement là où il est. Alors, on va justement demander à Gilles William Gonadel, vous êtes avocat et pour bien comprendre, ce n'est pas encore terminé. Hein. Les avocats des personnes concernées mises en examen peuvent contester. Bien sûr. Les avocats de la défense peuvent contester l'ordonnance prise par le magistrat instructeur. Ça peut pas être fait. Mais elles vont le faire, selon vous? Elles vont contester? J'en suis persuadé. Je suis persuadé qu'elles vont le faire. Et ensuite, écoutez, ça sera arbitré par la cour d'assises, parce que c'est une affaire qui va se retrouver devant la cour d'assises. Mais je voudrais quand même dire quelque chose, parce que il y a un éléphant dans la pièce dont on ne parle pas. C'est l'immigration. C'est à cause de l'immigration massive et invasive que nous en sommes là. Que ce soit en matière d'antisémitisme, que ce soit en matière de racisme anti-blanc et dans l'affaire de Crépol, pardon de vous le dire, moi j'ose le dire, c'est à cause de cela et à cause d'un parti qui a travaillé cette immigration. Vous aviez une première génération qui n'était pas du tout obsédée par l'antisémitisme et par le racisme anti-blanc, mais quand vous avez un parti qui du soir au matin explique que l'État juif c'est épouvantable, que les Français blancs c'est des sales racistes pétinistes, mettez-vous à la place des petits jeunes. C'est assez confortable de se mettre dans la peau d'un martyr en disant de toute façon t'as aucune chance de t'en sortir parce que les Français ils sont racistes. C'est cette haine-là qui a été travaillée depuis 30 ans qui nous explose au visage. Est-ce que vous êtes d'accord, Elliot Maman, est-ce que c'est à cause de l'immigration depuis 30 ans qui n'a pas été contrôlée, et bien qu'on en arrive là? C'est ce que constate Gilles William Gonadel. En tout cas, il est
indéniable qu'il y a aujourd'hui une espèce de travail pour convaincre un certain nombre de personnes qu'elles sont des victimes. Et il n'y a rien de plus facile que de convaincre un groupe, en plus quand on peut s'adresser à lui en tant que communauté, et parfois même à créer ce sentiment de communauté qu'ils sont des victimes en raison des attributs que d'autres leur prêtent. Ce qui est parfois vrai évidemment à l'échelle individuelle, mais on voit qu'en l'occurrence, il y a une espèce de travail idéologique qui est beaucoup plus large. Alors après, est-ce que c'est quantitatif, c'est-à-dire est-ce que nécessairement à partir du moment où il y a une immigration massive, on en vient à cela, ou est-ce que c'est la situation idéologique à l'heure actuelle en France qui suscite cela, je ne sais pas. Ce que je remarque également, c'est que ce n'est pas uniquement sur l'échelle politicienne que l'on assiste à ce genre de phénomène, il y a aussi un certain nombre de théories critiques qui ont été importées notamment des États-Unis dans nos universités, qui peuvent essayer de donner une espèce d'assise intellectuelle à des discours qui, en définitive, ne consistent qu'à condamner tout ce qu'a pu faire l'État français, ne consistent qu'à condamner tout ce qui peut représenter une espèce de culture française historique. Et c'est aussi à cela que l'on assiste. Et je pense que c'est donc, en effet, sur le versant politique, idéologique, il y a un véritable sujet, surtout au vu de l'archipélisation de la France que l'on évoquait tout à l'heure. Le nombre, c'est une grande chose aussi. Le nombre. Il faut comprendre Pourquoi ça aussi. C'est quoi le nombre? Le nombre de quoi? Je parle du nombre d'immigrés qui sont arrivés en France, en ce compris de manière illicite, change aussi la donne, change le rapport de force, fait qu'un parti politique l'instrumentalise. Je pense que si on avait fait faire entrer moins d'immigrés, on aurait pu davantage mieux les intégrer, par exemple. Donc je persiste, indépendamment des explications qualitatives qu'Eliott vient de donner, auxquelles je souscris, je prétends que le nombre lui-même est intrinsèquement, consubstantiellement problématique. Est-ce que les hommes politiques, Eliott, les femmes politiques aussi, eh bien, sont dans le déni? Est-ce qu'elles ne voient pas, par rapport à ce que vient de dire justement Gilles William, sur cette immigration et sur bien cet antisémitisme qui grandit malheureusement en France? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain nombre de partis qui, alors soit parce qu'ils estiment qu'ils peuvent en faire leur selle électorale, soit parce qu'ils ont peur d'alimenter un certain nombre de tensions, qui ne prennent pas véritablement à bras-le-corps cette question de la croissance de l'antisémitisme en France. Donc oui, ça c'est absolument indéniable, et on peut remarquer que le gouvernement notamment a eu des actions extrêmement timides sur ce dossier-là. Maintenant... Je ne sais pas exactement. Mais nous vivons sous l'empire du déni. Depuis 30 ans, nous vivons sous l'empire des dénis successifs. Non, il n'y avait pas d'immigration, c'est un fantasme. Non, il n'y a pas d'insécurité, c'est un fantasme. Non, il n'y a pas d'antisémitisme, c'est un fantasme. Non, il n'y a pas de racisme anti-blanc, c'est un fantasme. Nous avons vécu sous cet empire médiatico-intellectuels-là qui ont épousé une partie des partis politiques. Mais pourquoi il y a ce déni et qui est dans le déni aujourd'hui? Non, mais l'extrême gauche est une usine à déni, et l'extrême gauche a fabriqué des ouvriers du déni, ne serait-ce que par les démographes. Nous avons été mis dans le vent par des prétendus démographes qui étaient installés et qui nous disaient non, ça n'est pas vrai, il n'y a pas d'immigration. Je peux vous parler de François Héran, je peux vous parler d'autres, Lebras. Pardon, mais nous avons vécu sous l'empire du mensonge qui nous tue. Est-ce que, vous parlez de la gauche, mais est-ce que le centre droit, la droite, est également dans le déni? Écoutez, le centre se caractérise par une absence de conviction, presque géographique, si j'ose dire. Voilà. Donc, il ne se mouille pas, donc voilà. Et pendant très longtemps, c'est une extrême droite, avec tous ses défauts, qui, d'une certaine manière, disait la vérité la plus crue, mais tellement assortie de choses trop crues que à la limite, c'était contre-productif. Les choses, depuis, la vérité commence à voir le jour. Mais en général, je me demande si la vérité ne voit pas le jour quand c'est trop tard. Merci beaucoup Gilles William Goldnadel pour ces précisions, pour cette analyse. Et également à Eliott Maman qui est journaliste. On a évidemment parlé de
de ce meurtre de Thomas Perrotto et de cette fête de village, avec la justice qui vient de requalifier les mises en examen avec donc ces propos hostiles aux Blancs. Ça a été retenu donc par la juge d'instruction. Merci d'avoir été avec nous et on vous rappelle l'une des informations, ou l'information d'ailleurs la plus importante de la journée, avec ces feux en Gironde. 10 000 hectares sont partis en fumée près du bassin d'Arcachon et le Cap Ferret est en train d'être évacué.